Bonjour à tous, ici Endol et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la carrière d'un réalisateur que vous adorez, que j'aime beaucoup et pour preuve, hein, Quentin Tarantino. Alors Quentin Tarantino, c'est un réalisateur qui a forgé la cinéphilie de beaucoup de monde, qui a été une porte d'entrée pour beaucoup. Et donc, je vais comme ça analyser un peu sa carrière, voir l'évolution, parler un peu de tous ses films. N'oubliez pas de vous rendre en fin de vidéo pour vous découvrir mon top des Tarantino, hein. Je vais classer mes Tarantino de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Et j'aurai également à la fin de cette vidéo un petit message adressé à tous les fans de Quentin Tarantino. Prochainement sur la chaîne, il y aura également une rétrospective de David Fincher. Et ceux qui aiment les rétrospectives peuvent également déjà aller voir celle qui est sur la chaîne, celle de Hayao Miyazaki, le réalisateur notamment de Chihiro et de Princesse Mononoke. Parenthèse fermée, on entre dans le vif du sujet. Donc, qui est Quentin Tarantino? Quentin Tarantino est né dans le Tennessee en 1963 et c'est un pur produit de l'immigration américaine. Son père, c'est un artiste d'origine italienne et sa mère est d'origine irlandaise. Enfance assez compliquée pour Tarantino, puisque son père va quitter le domicile familial dès sa naissance. Mais tout jeune, Quentin Tarantino va tout de suite développer un goût pour le cinéma. Il va vraiment déjà être cinéphage, il va dévorer comme ça des films, notamment des westerns, comme La Horde sauvage de Sam Peckinpah ou encore tous les westerns de John Ford. Et donc, il va vraiment développer dès son plus jeune âge, cette passion. L'école, c'est pas son truc. Il va commettre des délits. Il va pas être un très bon élève. Il va arrêter l'école dès l'âge de 15 ans pour essayer de se trouver des petits boulots. Et son premier petit boulot, ça va être projectionniste dans un cinéma porno. Voilà, hein. Connaissant ensuite la personnalité de Tarantino, ça n'étonne pas du tout. Il va s'engager dans une troupe de théâtre sans trop vraiment de succès, et ensuite il va vraiment prendre des cours d'art dramatique avec l'acteur Allen Garfield. Et c'est pendant cette période-là qu'il va vraiment prendre conscience de son goût pour le cinéma, cette passion qui est vraiment ancrée au plus profond de lui, et il va vraiment se découvrir surtout un talent pour le scénario. Il va enchaîner les petits boulots, et il va ensuite bosser dans un vidéoclub notamment, une période qui sera assez importante pour lui puisqu'il va découvrir des formes de cinéma qu'il ne connaissait pas. Il va notamment découvrir tout le cinéma asiatique, John Woo, Akira Kurosawa, et il va également découvrir le cinéma français, qui est une grande source d'inspiration pour Quentin Tarantino, et notamment Jean-Luc Godard. On aura peut-être l'occasion plus tard de revenir sur le cinéma français de cette époque-là, années 50, 60, 70. C'est un cinéma que j'aime beaucoup, et je pense que sur la chaîne, je consacrerai plusieurs vidéos à ce sujet. Alors il va tenter une première réalisation à très faible budget, intitulé My Best Friend Birthday, et il est très déçu du résultat final. De toute façon, il n'y a aucune trace puisque le film a brûlé dans un incendie, et il admettra par la suite que tout de même s'il était déçu du résultat final, c'était quand même une bonne première expérience. Il va tenter des castings ensuite quand Tarantino pour être acteur dans certains longs métrages, mais sans succès, et c'est plutôt au scénario donc qu'il va se développer. Il va écrire notamment le script de True Romance, qui sortira dans les années 90, réalisé par Tony Scott. Il va céder ce scénario pour 40 000 $. Il va également écrire les contours du scénario de Tueur né d'Oliver Stone. Donc voilà, il va écrire déjà 2 bonnes bases de scénario. Le souci, c'est qu'il n'aboutit pas pour l'instant. Et donc, il est frustré par le fait de ne pas avoir mené ses projets de A à Z. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, qu'il va développer une passion pour la réalisation et qu'il va prendre conscience que réaliser un film, c'est prendre le projet de A à Z. Il va vraiment, comme ça, vouloir s'investir sur un projet. Et donc, le premier projet, c'est ce film, Reservoir Dogs, sorti en 92. Le scénario a été écrit en 3 semaines. Et donc, une fois le scénario écrit, il fallait trouver de quoi le produire, ce film. Et par biais de connaissances, il va rencontrer Harvey Keitel, qui va vraiment adorer le scénario, qui va accepter de coproduire le film et même de jouer le rôle de White dans ce film. La mission ensuite, c'est de trouver comme ça une petite bande d'acteurs, qui peuvent être en osmose avec Harvey Keitel, mais Quentin Tarantino souhaitait également des acteurs avec des styles très différents, et il va notamment aller chercher Steve Buscemi, Tim Roth, avec qui il va passer une soirée au bar pour le convaincre, et notamment Michael Madsen, qui va réaliser une performance incroyable dans ce film. C'était logique puisque apparemment sa prestation casting était tout simplement ahurissante.
Ça raconte quoi Reservoir Dogs pour ceux qui ne l'ont jamais vu? Donc c'est une bande de braqueurs qui ratent leur casse suite à l'arrivée de la police à la banque et ils se demandent qui parmi eux est la top. Donc le postulat de départ est vraiment assez simple, hein, mais franchement, Reservoir Dogs, vous êtes d'accord avec moi, je suis sûr et certain, c'est quand même diaboliquement efficace. On prend vraiment plaisir dans la façon dont Tarantino construit le récit et le travail qui est fait autour de ces différents personnages. Alors le tournage n'a pas été simple, le budget du film était assez serré, Tarantino fait même peur à l'équipe de production parce que certaines séquences sont vraiment ambitieuses pour un réalisateur aussi inexpérimenté. Le tournage a d'ailleurs commencé par la scène du restaurant, une scène mythique qui a duré 3 jours. Il y a eu quelques tensions avec Laurence Tierney, hein, qui interprète le rôle de Joe Cabot dans le film. Et c'est un film qui vraiment, voilà, je le dis tout de suite, c'est vraiment ce film qui va directement poser les bases du cinéma de Tarantino. Notamment avec le premier élément, c'est l'importance des dialogues. La scène du restaurant, elle est devenue culte avec le temps, de par son humour noir, sa volonté comme ça d'être politiquement incorrect, et le fait d'entendre parler comme ça les personnages de Madonna Like a Virgin, bah, c'est un peu une référence pour moi au dépucelage cinématographique de Tarantino. Et cette scène d'ouverture de 7 minutes, elle montre déjà le style du réalisateur qui est encore méconnu à l'époque, et c'est vrai qu'on peut se prendre une sacrée baffe. Un réalisateur qu'on ne connaît pas, une ouverture comme ça, c'est vraiment magistral. Il y a également cette narration non linéaire de Quentin Tarantino, propre au cinéma de Quentin Tarantino, qu'on voit dès le premier film. On passe comme ça d'une scène contemplative à un plan fixe, à des flashbacks rythmés. On a comme ça cette multiplication de couches narratives. Et si le braquage est un thème classique, hein, dans le cinéma américain, Tarantino va vraiment trouver cette idée géniale de ne pas montrer le braquage du tout, juste la préparation du braquage, juste les conséquences du braquage, tout cela entremêlé dans une narration non linéaire, et c'est vraiment parfait. Le fait que le film soit comme ça en puzzle, ça fait vraiment pour moi quelque chose d'hyper dense. Et le troisième élément, donc on a dit l'importance des dialogues, la narration non linéaire, et également troisième élément important de la filmographie de Tarantino, c'est les références à la pop culture. Dès Reservoir Dogs, on a cette BO qui est très 70s, on a cette culture comme ça qui unit tous les personnages. Donc quand il parle de Madonna, on a beaucoup de références de réalisation à John Woo, à Stanley Kubrick. Et le quatrième élément qui montre déjà le style de Tarantino, c'est la violence. Reservoir Dogs, c'est quand même un bain de sang gigantesque. D'ailleurs, dans le nom des personnages, il y a beaucoup de couleurs, mais il n'y en a aucun qui s'appelle Red. Et, tout simplement parce que Red, c'est la couleur du sang, et je pense que le sang concerne vraiment chaque personnage du récit. La scène de torture, elle est culte également, avec cette petite improvisation de Michael Madsen en train de danser. L'arrachage d'oreilles comme ça, en hors chance, je trouve ça magnifique. Il n'y a vraiment aucune moralité. Aucune moralité dans Reservoir Dogs. Tarantino, c'est un vrai scénariste, et on a l'impression que ce film, c'est un peu une mise en abîme de l'écriture scénaristique à travers l'histoire de cette top. En effet, la top a un peu écrit, a un peu imaginé le scénario du braquage, et donc pour moi, Reservoir Dogs, c'est vraiment comme ça, une mise en abîme du scénario dans le scénario. C'est un film qui est déjà très généreux. On sent vraiment le plaisir que Tarantino a pris pour écrire ce Reservoir Dogs. Et donc, c'est pas étonnant que le film a été un succès, hein. C'est un film qui, par rapport à son budget, a eu un succès énorme, il représente, j'ai noté, 1478% de rentabilité par rapport au ratio dépenses-recettes. Donc, c'est absolument magistral. Et donc, il va se servir de ce succès de Reservoir Dogs pour enquiller sur un autre long métrage culte. L'idée lui vient d'un espèce de film à sketch, inspiré du film Les Trois Visages de la Peur, un film qui reste culte pour beaucoup, qui a construit la cinéphilie d'énormément de monde, bien évidemment, Pulp Fiction. Alors, Pulp Fiction, c'est un film qui est sorti en 1994, c'est un hommage au Pulp Magazine. Alors, les Pulp Magazine, c'était un peu des petites bandes dessinées comme ça, indépendantes entre elles, et l'idée, c'était vraiment de faire 3 histoires comme ça qui s'imbriquent, où les personnages comme ça vont et viennent, où l'importance diffère selon le point de vue du segment dans lequel il est. C'est une sorte de film à sketch en somme, hein, mais tout de même avec un petit fil conducteur. Alors il va écrire le scénario avec Roger Avary, une nouvelle fois, comme Reservoir Dogs.
et il va inclure des idées qu'il avait imaginées lors du premier script de True Romance. C'est un film qui va être financé par Miramax Films. Michael Madsen devait être normalement Vincent Vega, mais finalement il refuse et c'est attribué à John Travolta. Matt Dillon va être pressenti pour jouer le rôle de Butch. Finalement, ça va être Bruce Willis. Hein. Et Quentin Tarantino, pendant ce tournage, va donc tomber littéralement sous le charme d'Uma Thurman. Alors, c'est un budget qui est plus élevé que Reservoir Dogs hein, pour ce film, et pour cause, Tarantino voulait vraiment que Pulp Fiction soit retranscrit vraiment comme une épopée. Le tournage a eu lieu à Los Angeles, et vraiment, comme je disais, je pense que c'est un film qui a construit la cinéphilie de beaucoup de monde, en tout cas de gens qui sont nés dans les années 2000, années 90, 2000, au même titre que des Fight Club ou d'American History. C'est des films qu'on voit assez tôt dans notre cinéphilie. Donc c'est assez compliqué quand même de savoir par où commencer pour en parler. Alors qu'est-ce que ça raconte? Alors je vais reprendre le synopsis d'Allociné. Hein. C'est l'odyssée sanglante, burlesque et cocasse de petits malfrats dans la jungle de Hollywood à travers 3 histoires qui s'entremêlent. Et dès les premières secondes, on n'est pas dépaysé, on a les ingrédients de ce que l'on a aimé dans Reservoir Dogs. Cette scène de dîner, avec ces dialogues décalés, la discussion dans ce film, c'est vraiment un tour de force. Je pense notamment au monologue sur la montre paternelle, ou alors encore ce super plan séquence hein, quand les personnages débattent sur le massage des pieds, Travolta et Samuel L. Jackson. Sauf que, à l'inverse de Reservoir Dogs, je trouve que Pulp Fiction doit peut-être son succès au fait que ce soit plus burlesque et peut-être vachement plus décomplexé. Revoir Pulp Fiction, qu'est-ce que c'est? C'est surtout apprécier pour moi l'écriture du scénario, l'art du montage chez Tarantino, et plus que d'essayer vraiment de refaire le puzzle narratif. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de voir ce film pour ça. Pour moi, justement, le fait que ce soit dans le désordre, c'est plus un exercice de style qu'autre chose, hein, mais c'est vraiment l'art du montage et l'écriture du scénario qui est vraiment important dans ce film. La direction d'acteur, elle est aussi sublime. Moi, je pense, Samuel L. Jackson, John Travolta, ça fait partie des duos mythiques de l'histoire du cinéma pour ma part. C'est un film qui a énormément d'idées de cinéma. La magie, elle opère immédiatement. Et Tarantino, c'est dans Pulp Fiction qu'il arrive à vraiment mixer tout ce qu'il veut. Et le résultat final montre que pour un deuxième long métrage, la créativité de Quentin Tarantino, elle est vraiment sans limite. Hein. Je ne vais pas m'attarder plus sur Pulp Fiction. Peut-être qu'il mériterait un jour hein, que je fasse un focus on sur la chaîne pour parler de ce film. Si vous n'avez pas encore vu Pulp Fiction, vraiment foncez. Hein. C'est un film qui peut vraiment construire votre cinéphilie et découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Alors, succès mondial, 107 millions de recettes au box-office américain. Il remporte l'Oscar et le Golden Globe du meilleur scénario. Il y avait énormément d'autres nominations. Il remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes, auquel le public de Cannes va émettre quelques sifflets. Hein. Forcément, c'est pas très codifié Festival de Cannes, Pulp Fiction. Tarantino va répondre par un dos d'honneur des familles. Voilà. Malheureusement, on récompense pas assez ce genre de film au Festival de Cannes. Attention, je suis pas anti-Festival de Cannes, bien au contraire. Il va un peu s'embrouiller avec son scénariste, Roger Avery, sur une question de crédit au générique. Voilà, c'est dommage, mais voilà, Pulp Fiction, encore une fois, hein, je dirais que c'est le film qui a amené Tarantino à la reconnaissance mondiale. Et donc ensuite, on va le voir apparaître un peu plus, on va le voir en acteur dans les films Desperado de son ami Robert Rodriguez. Il va réaliser un segment du film à sketch Groom Service, un film qui va bider totalement d'ailleurs. Il va réaliser un épisode de la série Urgence, et il va écrire le scénario de l'excellent film Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, film que j'adore énormément. Il joue également dans ce film d'ailleurs, il joue un gars complètement taré. Et il va donc revenir en 1997 avec Jackie Brown. Alors Jackie Brown, c'est un film qui est sorti en 1997 et Tarantino va gagner les droits d'adapter le roman Punch Créole de Delmore Leonard. Il va prendre beaucoup de liberté par rapport au roman, hein, notamment Jackie Brown qui dans le roman s'appelle Jackie Burke et qui est en fait une femme blanche, alors que Jackie Brown c'est Pam Grier quoi. Hein. Elmore Leonard va lire le script et va littéralement l'adorer. Il avouera même que c'est peut-être son adaptation préférée au cinéma d'une de ses œuvres, comme quoi.
Alors qu'est-ce que ça raconte? Alors c'est l'histoire d'une hôtesse de l'air, Jackie Brown, qui profite de ses voyages pour convoyer l'argent d'un trafiquant d'armes. Un jour, elle va se faire arrêter à l'aéroport et on va lui proposer un deal. Et donc là, elle va comprendre que c'est elle un peu qui mène la danse entre la police et le trafiquant. Alors c'est un film qui rend hommage un peu à la Blaxploitation, un courant des années 1970. Pam Grier et Samuel L. Jackson en tête de casting, voilà, c'est vraiment les figures de cet hommage. Alors c'est un peu le film de la maturité pour Quentin Tarantino, c'est un peu plus calme, c'est moins tape à l'œil, il est toujours oublié quand on cite sa filmographie, parce qu'il est coincé pour moi entre l'aspect culte de Pulp Fiction et la beauté graphique de Kill Bill qui va venir après. Ce qui fait pour moi de Jackie Brown peut-être le film le plus sous-estimé de la carrière de Quentin Tarantino. C'est peut-être le film chez Tarantino qui va offrir peut-être la plus belle histoire d'amour de sa filmographie, la romance entre Ben Forster et puis Pam Grier. Tarantino va apporter beaucoup plus d'émotion dans ce film. C'est un film beaucoup plus basé sur l'émotion, là où Pulp Fiction, on est plus sur du fun. Hein. C'est un film qui dresse le portrait comme ça d'une Amérique inexcusable, où les truands et les flics ne valent pas mieux les uns et les autres. D'ailleurs, Tarantino va vraiment travailler ses personnages, je trouve, et développer le portrait, là où la structure narrative de Pulp Fiction, peut-être l'obliger à s'éparpiller à ce niveau. Il ne malmène plus ses personnages. Reservoir Dogs et Pulp Fiction, on peut dire que les personnages en prennent pour leur grade. Là, ici, il leur apporte un regard plus tendre. C'est un film qui parle également de la vieillesse. Aller rechercher Pam Grier pour la tête du film. Et puis, comment les personnages de De Niro, Forster et Pam Grier, c'est des personnages qui ont leur heure de gloire passée. Et comme ça, qui ont leur heure de gloire passée et qui l'abordent, de différentes manières. Alors, il y a toujours une excellente BO. Les dialogues sont très bien écrits. Une ribambelle d'acteurs très bons. Je pense à Robert De Niro, excellent second rôle, mais également Michael Keaton. Enfin, c'est De Niro et Keaton dans ce film, c'est deux super rôles à contre-emploi. C'est un polar qui est vraiment bien ficelé, qui fait la part belle aux personnages et aux dialogues. Je le redis, Jackie Brown, c'est pour moi le sous-estimé de Tarantino parce que c'est moins fun, mais il doit vraiment compter dans la carte Tarantino. Pour moi, il faut le citer. C'est un succès au box-office, 39 millions de recettes au box-office américain, mais forcément un succès moins dithyrambique que Pulp Fiction. Est-ce que c'est ça qui va un peu rebuter Tarantino? Peut-être, parce qu'il va se mettre à l'écart quelque temps. Il a besoin de se ressourcer, il a besoin de trouver une nouvelle inspiration, et son prochain film sortira en 2003 et 2004, puisqu'il s'agit de Kill Bill, volume 1 et volume 2. Alors, Kill Bill, l'idée lui est venue en 2000, lorsqu'il a revu Uma Thurman. Il décide, comme ça ensemble, de mettre sur pied un projet qu'ils avaient évoqué dans le film Pulp Fiction, notamment. C'est un film, comme ça, qui sera inspiré des westerns italiens, en même temps des films d'arts martiaux. Tarantino, d'ailleurs, il va regarder un film de kung-fu par jour pendant la production de Kill Bill. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne savais même pas qu'il existait autant de films de kung-fu. Le film va être un peu retardé parce que Uma Thurman va tomber enceinte. Et dans un premier temps, il voulait que Kill Bill soit un seul et unique film. Et Tarantino va vraiment préférer le diviser afin d'avoir comme ça plus de manœuvres au montage et ne pas ternir son œuvre. Alors c'est un film qui a plusieurs lieux de tournage. Il a d'abord tourné en Chine et au Japon, puis il est revenu aux États-Unis pour tourner quelques scènes également sur la côte est du Mexique. Alors, qu'est-ce que ça raconte Kill Bill? Alors je vais vous lire le synopsis de Sens Critique. Au cours d'une cérémonie de mariage en plein désert, un commando fait irruption dans la chapelle et tire sur les convives. Laissée pour morte, la mariée enceinte retrouve ses esprits après un coma de 4 ans. Celle qui a auparavant exercé les fonctions de tueuse à gages au sein du détachement international des Vipères assassines n'a alors plus qu'une seule idée en tête, venger la mort de ses proches en éliminant tous les membres de l'organisation criminelle, dont leur chef Bill, qu'elle se réserve pour la fin. Alors je vais d'abord comme ça un peu traiter le volume 1, puis ensuite le volume 2. C'est un film qui a vraiment ravi les déçus de Jackie Brown. Jackie Brown, on lui reprochait peut-être de ne pas être assez violent. Alors ici, ils vont être servis. C'est un gigantesque hommage à la série B, ce Kill Bill volume 1. On retrouve un fun à la Pulp Fiction, une sorte d'apologie de l'excès, et c'est l'éclate. Le rythme est sans temps mort. Si vous recherchez de la subtilité, passez votre chemin, parce que dans Kill Bill, il n'y en a aucune. Toute la violence est assumée. Cela pourra réjouir beaucoup de monde, mais ça pourra peut-être même en laisser certains sur le carreau, parce que sur la durée, peut-être que ça peut lasser. Moi, j'adore. C'est très cartoon. Il ne faut pas toujours y chercher de la vraisemblance.
C'est un peu, je dis toujours que Kill Bill, c'est un peu une représentation cartoonesque du règlement de compte. Kill Bill, c'est un gros travail sur les couleurs. C'est peut-être jusque-là le film le plus travaillé à ce niveau. Ça nous fait exploser la rétine, clairement. Il y a beaucoup de séquences mémorables. Je pense à cette ouverture d'une beauté macabre. Cette séquence finale où le gore règne. Il y a pas mal de plans séquences complètement dingues. Les chorégraphies des combats sont monstrueuses. Bref, il continue également dans Kill Bill. Il reprend un peu les leçons de Jackie Brown. Il continue à apporter de l'émotion dans ses personnages. Moi, je pense à la superbe scène où la mariée apprend la perte de son enfant. C'est un gros bordel, Kill Bill volume 1 d'aspect, mais ça rend hommage à énormément de pans du cinéma. Tarantino sait manier hommage au genre, hein. Ça reste le film d'un homme qui aime le cinéma, et en même temps il sait casser les codes de ses films en question, il sait rompre son récit, et sait manier le non-linéaire à la perfection. Bref, le Kill Bill volume 1, c'est une grande première partie. Et donc là, voilà Kill Bill volume 2, quelques mois plus tard. Donc là, il y a deux choix qui s'opèrent à lui. Soit il continue dans la foulée, hein, et on continue le gros délire, soit on adopte pour une rupture de ton, afin d'apporter comme ça deux dimensions à l'univers Kill Bill et Tarantino. Et Tarantino va vraiment faire le choix de faire un volume 2 différent qui permet de rendre Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2 complémentaires. Cette fois-ci, dans Kill Bill volume 2, on discute avant de se bastonner, alors que clairement, dans le volume 1, c'était l'inverse. Je trouve que dans la deuxième partie, le récit prend un peu plus de corps. On assiste un peu comme dans une odyssée sanglante. On assiste au crépuscule de tous les personnages. L'odyssée de la violence se termine. Les personnages s'interrogent sur leurs différents actes, font une sorte de bilan. D'ailleurs, je trouve que David Carradine est vraiment superbe dans cette deuxième partie. Et surtout, je trouve aussi que plus que la fin d'une vengeance, c'est le point de départ pour Béatrix, le point de départ d'une nouvelle vie, construire quelque chose et commencer littéralement à vivre. Après nous avoir ébloui visuellement dans le premier volume, ici Tarantino apporte cette émotion qu'il n'y avait pas du tout dans le premier volume. Le final entre Bill et Béatrix peut décevoir certains, parce que c'est vrai que en deux films, on attend vraiment un affrontement d'art martial inoubliable, mais je trouve que l'affrontement ici est plus d'ordre psychologique et l'affrontement est plus émotionnel que violent. Il y a une scène où Motorman conduit une décapotable bleue et d'ailleurs elle a eu un accident sur le tournage et on a voulu à Tarantino parce que Tarantino voulait que ce soit elle qui conduise la décapotable et pas une cascadeuse. Elle va se disputer avec Tarantino suite à ça. Alors est-ce que je préfère Kill Bill volume 1 ou volume 2 ? Honnêtement, j'ai peut-être quand même une petite préférence pour le délire du volume 1, même si le volume 2 adopte un point de vue différent qui fait que ce diptyque reste pour moi dans les annales du cinéma. Si on regroupe les deux volumes, plus de 300 millions de dollars au box-office, gros succès commercial et gros succès critique également. Ce succès va vraiment redonner le goût de la réalisation à Quentin Tarantino. Il va être le président du jury au Festival de Cannes en 2004, ce qui expliquera certainement le succès de Old Boy de Park Chan-wook. Il va réaliser le final d'une saison des experts. Alors je n'ai jamais regardé les experts, mais apparemment cet épisode était vraiment bon et l'audience de cet épisode a été phénoménale. Il va réaliser une scène dans le fameux Sin City de Robert Rodriguez et il va revenir en 2007 pour le projet Grindhouse qui mixe Planète Terreur de Robert Rodriguez et Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino, qui sera donc en compétition pour le Festival de Cannes. J'ai nommé Boulevard de la Mort. Alors Boulevard de la Mort, je n'ai toujours pas en Blu-ray, mais ça ne devrait pas tarder. C'est un film comme ça qui va mêler slasher et film d'action, avec comme ça des cascadeurs, des scènes de poursuite de voiture. Les images de ce film sont parfois de très mauvaise qualité, mais c'est volontaire, hein, c'est pour rendre comme ça hommage à ce genre de film des années 70. J'avoue que c'est un film il m'a fallu 2 visionnages pour comprendre vraiment ce que Quentin Tarantino voulait faire avec ce film. J'étais très réticent au premier visionnage, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Par contre, le deuxième visionnage a été bien meilleur pour moi, et j'ai même été conquis au deuxième visionnage. Alors c'est l'histoire d'une animatrice de radio à succès, qui avec ses amis vont fêter ça dans un bar, donc alcool, sexe, etc. Et puis parmi un de ses clients, il y a Stuntman Mike, joué par Kurt Russell, et qui est en fait un dangereux psychopathe. Donc comme je le disais, c'est un film qui est un peu décrié,
parce que il ne semble pas remplir le cahier des charges d'un Tarantino classique. Je trouve que c'est un film un peu auto-kiff. Tarantino a cherché avant tout à se faire plaisir, et je pense que le public s'est peut-être senti un peu exclu. Il faut voir en fait ce film un peu comme une parenthèse récréative, avec le dialogue au centre de tout, et pour moi c'est vraiment un film sans aucune, mais vraiment aucune prétention. Faut résumer ce film un peu à un bagnole fille sexe, mais voilà, quand la Tarantino a quand même ce don de rendre ça jubilatoire, au final c'est peut-être le film où Tarantino va vraiment jusqu'au bout des choses, c'est complètement décomplexé, beaucoup plus décomplexé encore qu'un Pulp Fiction. Alors le film est divisé en deux parties, il y a une partie 1 avec vraiment les codes plus du slasher, et une deuxième partie où il y a des tons beaucoup plus comiques, et ces deux parties se font vraiment écho, enfin moi j'adore personnellement. C'est très intéressant à analyser, Boulevard de la Mort, parce que ça permet de comprendre l'amour de Tarantino pour le cinéma, ça permet d'appréhender ce film, c'est un peu appréhender l'entièreté de son œuvre, l'entièreté de ses références, de ce qu'il aime, tellement tout est assumé dans ce film en fait, hein. Tarantino se permet même de s'autociter déjà dans cette œuvre, les dialogues, le fétichisme des pieds, hein, on n'en a pas encore parlé, mais voilà. J'adore le personnage de Kurt Russell dans ce film, personnellement, c'est un super bad guy, tellement caricatural, pardon, mais tellement jouissif. J'adore la course-poursuite finale, je la trouve monstrueuse. En fait, c'est l'histoire d'un massacre assumé. Il peut laisser en dehors beaucoup de monde, c'est clair, parce qu'il n'y a pas vraiment de dramaturgie, hein. Il peut laisser le spectateur en dehors, mais je conseille vivement à ceux qui aiment Tarantino mais qui n'aiment pas tellement Boulevard de la Mort, bah, de lui donner une seconde chance parce qu'il le mérite, c'est clair. Alors il ne rapporte que 25 millions de dollars au box-office, donc c'est un petit échec commercial. Quant à Tarantino poursuit, en 2008 il donne la leçon de cinéma au Festival de Cannes et annonce son projet qu'il avait commencé à écrire avant même de tourner Kill Bill, j'ai nommé Inglourious Basterds. Alors, Inglourious Basterds, c'est un film qui est sorti en 2009, il a été tourné en Allemagne et en France. Et donc la volonté de base de Tarantino, c'est de faire un genre de western spaghetti dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, et en même temps de se permettre de réécrire une histoire sombre en quelque chose de beaucoup plus fun. Je vais pas me faire que des amis, j'aime bien Glorious Bastard, attention, mais c'est un film que j'apprécie pas forcément à la hauteur de beaucoup. Beaucoup de monde parle de Inglourious Basterds comme un peu le chef-d'œuvre de Tarantino. Je dirais peut-être même que c'est, peut-être, je sais pas si c'est celui que j'aime le moins, mais ouais, ça me parle pas tant que ça. J'apprécie, mais loin de ce qui a été cité jusque-là. D'ailleurs, j'avais même trouvé un peu prétentieux de la part de Tarantino quand il fait dire à Brad Pitt à la fin de son film, ça pourrait bien être mon chef-d'œuvre. Je trouve ça vraiment prétentieux, hein, parce que pour le coup, Inglourious Basterds, pour moi, c'est pas exemple de tout reproche. De quoi ça parle, Inglourious Basterds? Donc, dans la France occupée de 1940, Shoshana Dreyfus assiste à l'exécution de sa famille tombée entre les mains du colonel nazi Hans Landa. Elle échappe de justesse, elle s'enfuit à Paris, elle va se faire une nouvelle identité et va devenir exploitante d'une salle de cinéma. Et elle va rencontrer ce fameux commando des bâtards, hein, qui vont avoir un projet d'attentat, et les deux histoires vont parfaitement s'entremêler. Paradoxalement, l'introduction, je la trouve vraiment fascinante. C'est peut-être paradoxalement mon introduction préférée de toute la filmographie de Tarantino. Cette tension palpable qu'il y a entre Christophe Waltz, voilà, qui était révélé avec ce Inglourious Basterds, et Denis Ménochet, acteur français que j'adore. En fait, voilà, je le dis, moi je trouve que le rôle de ces bâtards m'a déçu, parce que j'ai l'impression que ça cabotine pour pas grand-chose au final. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais l'ours juif, c'est plus du folklore qu'autre chose. Sur le papier, c'est beaucoup plus fun que ça en a l'air au film. Et pour moi, ça apporte pas grand-chose au final, en fait, hein. La promesse est plus grande sur le papier, pour moi. Bref, mais c'est un film qui reste intéressant. J'aime la façon dont il a de mêler comme ça le réel et le fictif dans Inglourious Basterds, avec des personnages historiques et des personnages créés de toutes pièces. C'est vraiment un hommage également, j'aime beaucoup l'hommage au cinéma d'époque, parce qu'on a quand même la vie d'un cinéma de quartier, on voit toutes les techniques utilisées avec les bobines, il y a de nombreuses références, hein. Il ridiculise pardon, les nazis un peu comme Charlie Chaplin l'a fait dans Le Dictateur. La scène d'ouverture d'Inglourious Basterds reste dans les annales du cinéma pour moi, et elle fait pour moi référence à Il était une fois dans l'Ouest, lorsqu'Henry Fonda rend visite à la famille de Claudia Cardinale. C'est un film qui met en abîme le cinéma et qui amène aussi cette réflexion: peut-on se permettre de travestir l'histoire comme cela?
C'est audacieux. C'est clair que Inglourious Basterds, c'est complètement audacieux. Rien n'est laissé au hasard. Mais je trouve, enfin, pour mon goût personnel, c'est un peu trop appuyé pour que j'y adhère vraiment à 100%. Attention, le pari est réussi, hein. C'est un bon film, je le répète. D'ailleurs, je l'ai en Blu-ray, hein, et il y a même une version 4K qui va bientôt sortir apparemment en France. C'est le pari réussi, mais je mets quelques réserves à ce film. Je ne vais pas le considérer comme un film de génie, comme beaucoup aiment le considérer. Golden Globe et Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Christophe Waltz, forcément révélation. Il a vraiment marqué les esprits avec ce film. Il remporte 120 millions au box-office américain, et il est de retour en 2012 avec Django Unchained. Que dire? Django Unchained, c'est un peu la suite logique dans la carrière de Quentin Tarantino, qui a toujours amené en fait des éléments du western spaghetti comme ça, sans jamais vraiment en réaliser un. C'est vrai, hein, c'est un peu absurde, mais dans Kill Bill, dans Inglourious Basterds, il y a des éléments western, et Django, c'est vraiment son premier western pur. Le tournage s'est fait en Californie, hein, donc il va reprendre des têtes connues, hein. Il va reprendre Christophe Waltz, qui avait marqué les esprits dans Inglourious Basterds. Il a même crevé l'écran. Et il appelle également d'autres stars au casting qu'il dirige pour la première fois, à savoir Jamie Foxx, notamment, dans le rôle de Django, et puis notamment Leonardo DiCaprio. Alors ça raconte quoi Django? Donc c'est l'histoire d'un esclave noir affranchi par un chasseur de primes, et le moment est venu pour lui de sauver son épouse, qui est esclave d'un riche propriétaire de plantation. Alors c'est un hommage, forcément le titre, c'est un hommage au personnage Django de Sergio Corbucci, pardon. Mais je ne peux pas en parler plus parce que je n'ai pas vu le Django de Corbucci. À l'instar de Kill Bill, alors Django c'est également un film qui est vachement apprécié, hein, par la communauté des fans de Tarantino, et qui pour moi, à l'instar de Kill Bill, c'est ultra décomplexé. Ça permet comme ça de plaire aux fans des western spaghetti, hein, aux cinéphiles qui adorent les westerns, qui sont friands de ce genre, mais ça va plaire également aux novices du genre. Il parle d'un sujet sensible quand même dans ce film Tarantino, hein, c'est la ségrégation, mais il ne va pas hésiter à traiter ce sujet avec beaucoup d'humour, et le côté décomplexé va vraiment déranger certaines personnes qui vont lui adresser des critiques assez sévères, notamment avec l'utilisation du mot négro plusieurs fois dans le film. Alors que justement, moi je trouve que Tarantino il s'amuse dans ce film à montrer le côté absurde de l'esclavagisme et de la ségrégation. C'est un film qui est assez primaire. C'est pour ça que c'est pas non plus forcément mon préféré, contrairement à beaucoup de monde. Je trouve que Tarantino a tendance peut-être à la fin de ce film à se caricaturer un petit peu, dans la dernière partie en tout cas. Alors qu'au premier abord, justement, c'est pour ça d'où l'importance de revoir le film de Tarantino. Au premier abord, j'adorais la fin, mais maintenant je prends plus de plaisir à voir la première partie de Django Unchained, cette partie initiatique, hein, de Django. J'aime beaucoup cette idée d'élève qui dépasse le maître. Il parvient vraiment à créer un mythe Django, et ça c'est assez fort. Ça rappelle les grandes heures du western de John Ford. On est encore dans une farce sanglante qui rappelle indéniablement Kill Bill. Je trouve que c'est deux œuvres qui comme ça se ressemblent. J'aime beaucoup Django Unchained, mine de rien, mais j'ai quand même toujours un peu de mal quand on me sort que Django Unchained est un des meilleurs westerns de l'histoire du cinéma. Non, quand même pas. Je peux en citer 10 avant, hein. Je peux citer Pour une poignée de dollars, Il était une fois dans l'Ouest, Mon nom est personne, L'homme qui tua Liberty Valance. Enfin, il y en a plein pour moi qui sont bien avant Django Unchained. Mais attention, j'aime beaucoup plus Django Unchained que Inglourious Basterds. La partie dans le nord, elle est quand même jouissive, hein, même si je lui mets des limites, mais les joutes verbales, puis la présence de DiCaprio, hein, qui s'était poignardé la main, qui s'était blessé la main, pardon, et qui a continué à jouer la scène, enfin, c'est génial. Alors, Oscar et Golden Globe du meilleur scénario, mine de rien pour Django. Oscar et Golden Globe du meilleur second rôle pour Christophe Waltz. 162 millions au box-office américain. Django fait vraiment partie des films très populaires de Tarantino. Il va d'ailleurs Tarantino il écrit un crossover qui est sorti en livre, entre Django et Zorro. Et il va continuer sur cette lancée pour écrire un autre western qui, pour le coup, contrairement à beaucoup de gens, lui me touche beaucoup plus. Les 8 salopards. Alors, Les 8 salopards, c'est un titre qui fait référence forcément aux 7 mercenaires. C'est un film qui a été tourné dans le Colorado et qui a failli ne jamais voir le jour, hein, puisque la première version du scénario a fuité, et ça avait complètement découragé Tarantino, mais qui a finalement entendre raison et finalement tourné le film. La BO est signée Ennio Morricone.
Ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, les 8 salopards, donc on a le chasseur de primes qui fait route vers Red Rock où il conduit sa prisonnière Daisy pour se faire pendre. Et sur la route, ils vont rencontrer voilà, d'autres personnages. Et surpris par Blizzard, ils vont devoir trouver refuge dans une auberge où ils vont être accueillis par d'autres personnages. Et je préfère ne pas trop en révéler parce que ça serait pas rendre hommage au film. Il faut le voir, hein, voilà. C'est pour moi, le film, les 8 salopards, c'est les plus beaux décors de la filmographie de Quentin Tarantino. Les forêts, le blizzard, enfin, ça donne vraiment une ambiance incroyable. La neige, comme ça, qui vient donner ce sentiment un peu de solitude. Puis la lumière, la photographie, les contrastes. Cette façon d'exploiter l'espace hein, une fois arrivé dans l'auberge. C'est un film qui est tourné en 70 mm et c'est vachement audacieux, je trouve, pour un huis clos. C'est un film qui mise sur deux éléments. Donc son esthétique, comme je viens de dire, mais également sur son écriture où chaque petite anecdote, notamment dans la première partie du film, chaque petite anecdote fait partie de l'identité du personnage, qui se construit comme ça au fur et à mesure des discussions. Et même si on nous promet cette odyssée sanglante qui est chère à Tarantino, bah, je la trouve plus subtilement amenée que dans Django, par exemple. Le huis clos offre toujours une force au récit. J'adore les films en huis clos. J'en avais parlé lors de nos focus sur 12 hommes en colère. Et Tarantino ici le manie vraiment avec brio, je trouve. Notamment dans la scène de provocation en duel de Samuel L. Jackson, où Tarantino nous montre encore cet art du montage avec ce flashback, etc. Il y a quelque chose de vraiment hypnotique dans... Il y a quelque chose de vraiment hypnotique dans ces 8 salopards. Cette impression morbide, en fait, que la mort, c'est la seule issue possible pour les personnages. Et le final nous donne vraiment raison. Je l'ai découvert en salle. Et pour moi, il a tenu toutes ses promesses. C'est une des mises en scène que je préfère de Tarantino. Les dialogues sont monstrueux, c'est du pur Tarantino. Et pour moi, ça aurait pu être vraiment un peu sa dernière œuvre parce qu'on sent qu'il arrive au bout d'un cycle en tuant comme ça tous ces personnages. C'est un peu comme si, en plus, c'est des personnages qu'on a l'habitude de voir chez Tarantino. Et le fait de le voir tuer Samuel L. Jackson, Tim Roth, etc., bah, c'est comme si un peu il tuait ses alliés, donc en faisant comprendre que bah, le cinéma c'est terminé pour lui. Certains vont crier au manque de rythme pour les 8 salopards, mais je trouve, enfin moi je fais partie des gens qui pensent que prendre son temps, ça amène indéniablement à cette force que je n'avais pas retrouvée quand même depuis longtemps chez Tarantino. Je pense que depuis Kill Bill, je n'avais pas retrouvé un film avec autant de force. 54 millions de recettes au box-office, Oscar et Golden Globe de la meilleure bande originale pour Ennio Morricone, même si je dois avouer que la BO des 8 salopards n'est pas celle que je préfère d'Ennio Morricone. Même si le thème principal est vraiment très bon, c'est pas la BO que je préfère. Tarantino fait vraiment définitivement partie des grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Il reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et il va en revenir en 2019 pour son dernier long métrage en date. Je n'ai pas encore le Blu-ray, pas encore. Once Upon a Time in Hollywood. Alors qu'est-ce que ça raconte Once Upon a Time in Hollywood? Donc c'est la star de télé, Rick Dalton, et son cascadeur Cliff Booth, sa doubleur de longue date, qui poursuivent leur carrière au sein d'un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus, qui est même en déclin. Alors c'est un film qui est un peu divisé le grand public. Je me souviens quand je suis allé le voir en salle avec quelques copains, en ressortant, ils étaient quand même assez mitigés, alors que moi j'avais vraiment adoré. Il peut laisser sur le carreau, et ça je veux bien l'entendre. D'une part par son faux rythme, hein, comment il n'y a pas d'envolée de rythme comme ça. Mais il donne vraiment cette impression que c'est le film d'un cinéphile pour les cinéphiles. Et c'est cet amour pour le cinéma qui m'a fait aimer Once Upon a Time in Hollywood. Je trouve qu'il a adopté vraiment avec ce film un virage dans le ton qui change vraiment de ses précédents récits. On pouvait peut-être considérer que depuis Apartheid Glorious Bastard, ça tournait peut-être un peu en rond. On pensait peut-être qu'il avait tout dit dans sa façon de mettre en scène. Mais ici, comment le changement de ton, c'est ça qui a peut-être aussi un peu déboussolé le spectateur. C'est un film qui est assez touchant de voir un homme comme ça réaliser un film sur le cinéma avec cet amour sincère. C'est une déclaration d'amour aux acteurs d'époque, une déclaration d'amour à l'industrie hollywoodienne. Il va également revisiter l'histoire comme dans Inglourious Basterds, mais ici il va réécrire l'histoire Charles Manson et Sharon Tate. Once Upon a Time in Hollywood, c'est préférer la légende à la réalité. Hein, d'ailleurs, dans le titre, il y a Il était une fois, Once Upon a Time. C'est en fait, il nous raconte le conte d'Hollywood. On veut juste, ici, dans ce film, nous raconter une belle histoire. Et cette histoire, bah, c'est l'histoire du cinéma, en fait. Hein. Sharon Tate est magnifiquement incarnée par Margot Robbie.
Margot Robbie, elle montre vraiment cet émerveillement que l'on a pour le cinéma. Et en fait, le film, la façon dont on doit regarder le film, pour moi, c'est avec ce regard d'émerveillement qu'elle porte pour le cinéma dans le long métrage. La démarche, c'est ça, la démarche du personnage de Sharon Tate, c'est celle qu'on doit adopter. Once Upon a Time in Hollywood, c'est avant tout une œuvre qui se contemple, pour ma part. C'est un film qui va mettre un peu en opposition le réel et la réalité. Je prends un exemple tout bête, mais c'est la scène où DiCaprio, c'est un acteur qui va jouer dans un western, alors que Brad Pitt, lui, va vivre le western. Je pense à la scène du ranch Manson. Et donc Tarantino, on voit quand même dans ce film qu'il n'a rien perdu de son savoir-faire. L'humour est bien présent aussi, je pense à la scène du duel avec Bruce Lee. La fin du film, alors au-delà du fait de réécrire l'histoire, c'est aussi une façon pour moi de nous ouvrir vers un monde inconnu. C'est une façon d'ouvrir vers un monde nouveau pour Sharon Tate et Rick Dalton, un monde qui au final n'ont jamais véritablement connu. C'est un film qui est très intime et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai vraiment eu l'impression que Tarantino se livre à nous. Et c'est presque documentaire et c'est un peu une façon pour lui d'appeler le spectateur à se demander est-ce que vous validez l'ensemble de ma carrière à travers ce film. C'est virtuose pour moi, enfin j'ai vraiment adoré. Donc c'est son dernier long métrage en date. Il a toujours dit qu'il ferait 10 longs métrages dans sa carrière et qu'il arrêterait au bout de 10. Il en a 9. Plus qu'un film vraiment, je sais pas. J'ai un peu de mal à croire quelqu'un qui aime autant le cinéma, comme ça arrêter. Je pense que s'il a une bonne idée, il le fera. Bon, c'est quelqu'un qui reste discret sur ses projets. On avait parlé à un moment d'une sorte de Bonnie and Clyde dans les années 30 en Australie. On a parlé aussi d'un Kill Bill volume 3. Bon, je serais très déçu si c'est ça, clairement. Au moment, on m'a même parlé d'une adaptation de Dracula. Rumeur. Il n'y a rien d'officiel. J'attends avec impatience son prochain projet. Personnellement, j'aimerais bien un vrai slasher ou un film d'horreur type Hommage Carpenter réalisé par Tarantino. Ça me plairait beaucoup. Revenir à quelque chose de plus simple, comme il faisait à ses débuts, mais dans un registre qu'on n'a pas encore vu. Avant de passer à mon classement des Tarantino de celui que j'aime le moins à celui que je préfère, voilà, je sais que Tarantino, c'est un réalisateur qui compte beaucoup pour beaucoup de monde. Pour moi aussi, d'ailleurs. J'ai aimé tous ses films. Mais Tarantino doit être une porte d'entrée, c'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup de gens que je connais qui adorent Tarantino, mais qui n'explorent pas les influences de Tarantino, qui n'explorent pas les choses autour. Allez plus loin, creusez le cinéma de Tarantino, parce que si vous aimez Tarantino, vous aimerez forcément d'autres formes de cinéma. Et donc ne restez pas. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être votre réalisateur préféré, attention. Mais n'hésitez pas à vous ouvrir vers ce qui a inspiré Tarantino, parce que vous allez forcément découvrir des choses formidables, des choses qui vont vraiment vous toucher si vous avez aimé Kill Bill, Django ou Pulp Fiction même. Alors voici mon classement donc, des Tarantino que j'aime, de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Donc en dernière position, je vais mettre Inglourious Basterds. En 8e, Boulevard de la Mort. Quand même, même si j'adorais, comme je l'ai aimé qu'au deuxième visionnage, il y a quand même une place plus faible pour moi. En 7e position, Django Unchained. En 6e position, Jackie Brown. En 5e position, Once Upon a Time in Hollywood. En 4e position, Kill Bill. J'ai mis les deux ensemble. Je pense que Kill Bill Volume 2 aurait pu glisser derrière Once Upon a Time dans le classement. Mais bon, j'ai regroupé les Kill Bill, c'était plus simple. En 3e position, Les 8 Salopards, qui est vraiment pour moi une œuvre majeure, pour moi qui comptera beaucoup plus dans l'histoire du cinéma que Django Unchained. On en reparle dans 30 ans, si vous êtes encore là, si je suis encore là. En 2e position, Pulp Fiction. Et mon préféré, mine de rien, ça reste Reservoir Dogs. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est vraiment le film qui a posé toutes les bases de Tarantino. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, en fait, c'est les deux œuvres majeures de Tarantino. Et en fait, pour moi, après, il a décliné un peu tout ce qu'il a déjà amené dans ces deux œuvres. Donc c'est pour ça que c'est les deux œuvres majeures pour moi. C'est les deux œuvres qui compteront dans l'histoire du cinéma pour Tarantino. Et donc voilà, c'est les deux œuvres que j'adore revoir. Mais c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est fun, décomplexé, qui adore le cinéma et qui parle beaucoup de cinéma dans ses films. Et j'adore quand dans le cinéma on me parle de cinéma. Donc voilà, j'espère que cette rétrospective de Tarantino vous aura plu. La prochaine fois, je m'attaque à David Fincher.
Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager et je vous dis à bientôt. Salut!